Depuis la nuit des temps, l'homme explore l'univers autour de lui, cherchant à en savoir plus sur la planète qu'il habite. À partir de la Terre, la troisième planète du système solaire, l'homme a toujours rêvé d'explorer d'autres mondes, c'est-à-dire l'univers tout entier. On peut avoir un aperçu de ces autres mondes dans des lieux comme celui-ci, un groupe d'observatoires au sommet du mont Mauna Kea au milieu du Pacifique. Il s'agit véritablement d'une fenêtre ouverte sur l'univers. Les sommets se dressent fièrement au-dessus des formations nuageuses qui parsèment en permanence le ciel hawaïen, et d'ici, on a presque l'impression de voir à l'infini. C'est précisément ce que des scientifiques américains, canadiens, britanniques et français tentent de faire à partir des 8 télescopes géants installés ici. Ils nous permettent d'avoir une vue extraordinaire de l'univers et en même temps nous en disent long sur d'autres choses. L'observation minutieuse des autres planètes nous aide à comprendre certains aspects de ce miracle qui est le nôtre, la planète Terre. À 4200 mètres au-dessus du niveau de la mer, l'air est raréfié. Il n'y a guère de mouvements atmosphériques pour gêner l'observation. C'est là que nous allons commencer notre exploration du système solaire que nous partageons avec 8 autres planètes. Par exemple, Saturne, avec ses célèbres anneaux. Cette ceinture qui entoure la planète est peut-être mince, mais elle est assez large pour loger l'équivalent de 5 fois la Terre. Et Jupiter, 900 fois la taille de la Terre. Une énorme masse de gaz qui tourne autour d'un axe toutes les 10 heures. Jupiter est la plus grande planète du système solaire et chacun de ses 4 satellites est à peu près aussi grand que la Lune. Les 9 planètes de notre système solaire tournent autour du Soleil. Les grandes planètes gazeuses, Saturne, Jupiter et Uranus par exemple, sont sur les orbites extérieures, tandis que les planètes rocheuses telles que Vénus et la Terre occupent les orbites intérieures. Sur le plan de la taille, Vénus et la Terre sont des planètes presque jumelles.
mais la température sur Vénus est de l'ordre de 500 degrés. Contrairement à la Terre, elle présente un paysage désolé et n'a ni eau ni oxygène. Immédiatement à l'extérieur de l'orbite de la Terre se trouve la planète Mars. Plus que toute autre, c'est cette planète qui a inspiré des théories en faveur d'autres formes de vie. Mais avec une température moyenne de moins 60 degrés, il y a tout lieu de croire qu'il s'agit d'un monde stérile et privé de vie. Comme celle de la Lune, la surface de Mars est parsemée de cratères. Perpétuellement à proximité du Soleil, Mercure est à peine visible de la Terre. Ces images proviennent de la sonde Mariner 10 de la NASA. Là encore, un examen plus attentif révèle que la surface de Mercure ressemble à celle de la Lune. En dépit des aspirations romanesques et de l'imagination des auteurs de science-fiction, tout indique que dans l'univers entier, il n'y a que sur Terre que la vie existe. Ceux qui ont vu notre planète depuis l'espace intersidéral la comparent à une oasis dans le désert. D'un bleu éclatant, elle flotte dans une mer d'obscurité. De bleus océans, de verts pâturages et de blancs nuages. La Terre est nourricière, porteuse de vie. Mais comment la Terre s'est-elle formée? Comment a-t-elle évolué? Au cours des 30 dernières années, nos connaissances de l'univers se sont élargies de façon spectaculaire. Alors que nous sommes à une dizaine d'années du XXIe siècle, nous pouvons désormais parler avec certitude de la création et de l'évolution de la Terre. Cette série d'émissions se propose de présenter un portrait de notre planète tracé par les plus grands esprits scientifiques à l'aide des techniques de traitement de l'image les plus élaborées. La création de la Terre est le mystère ultime, le drame cosmique imaginé par l'homme depuis si longtemps et plus près d'être élucidé que jamais. Notre série commence par la recherche d'un indice fondamental. En fait, cette recherche a commencé en 1609, l'année où Galilée a pour la première fois braqué sur la Lune le télescope de sa fabrication et a découvert les formes que nous savons aujourd'hui être des cratères. Cette découverte a mené à l'inévitable question: comment ces cratères se sont-ils formés? S'agit-il de bouches de volcans, de cicatrices provoquées par la chute des météorites? D'emblée, le débat a été intense. En fait, ce n'est qu'avec l'exploration du système solaire par les premiers vaisseaux spatiaux qu'on est parvenu à la conclusion qu'il y avait également des cratères sur d'autres planètes. C'est ainsi que Voyager a révélé un énorme cratère sur Mimas, l'un des satellites de Saturne. Et sur Encelade, un satellite glaciaire. Au fil des ans, les savants se sont accordés à dire que les cratères n'étaient pas des fissures volcaniques, mais qu'ils avaient été provoqués par la collision de météorites avec la surface de la planète. Les collisions entre corps célestes ne sont pas rares et se traduisent souvent par une jonction. C'est pourquoi les cratères peuvent nous fournir des indices sur l'évolution d'une planète. Ainsi, on sait que la surface de la Lune, tout comme celle de Mercure, est à peu près telle qu'elle a toujours été. Quand on observe la Lune aujourd'hui, on peut se faire une idée assez bonne de ce à quoi ressemblait la Terre immédiatement après sa création. Cette création est une histoire qui a commencé voici 4,6 milliards d'années, alors que l'univers était déjà vieux de 10 milliards d'années. On ne peut pas être d'une précision totale sur ce qui s'est passé il y a un peu plus de 4,5 milliards d'années, mais on en a une assez bonne idée.
Les poussières et les gaz qui étaient répandus dans tout l'univers ont commencé par se rassembler pour former une spirale gazeuse d'une température extrêmement élevée. Au centre de cette spirale, la masse a commencé à brûler, donnant naissance à une étoile qu'on appelle le Soleil. D'autres corps solides se sont alors formés autour du Soleil. C'était la Terre et d'autres planètes. Au fur et à mesure de ces formations, le gaz s'est mis à refroidir et, de même que la vapeur produit des gouttes d'eau, il a commencé à se condenser. Le résultat de ce processus a été appelé planétoïde. Chacun ressemblait à une énorme boule de charbon d'un diamètre moyen de 10 km, et il y en avait beaucoup. L'une des estimations évalue leur nombre à plus de 100 trillions. Il n'est peut-être pas étonnant qu'ils aient alors commencé à entrer en collision les uns avec les autres. Parfois, les planétoïdes se sont fractionnés, parfois ils se sont collés les uns aux autres pour former un corps plus gros. Ces collisions se sont poursuivies pendant de nombreuses années. Vers la fin, les collisions se sont produites différemment. Peu à peu, un corps beaucoup plus gros que tous les autres est apparu au milieu des petits planétoïdes. Au fur et à mesure que sa masse grossissait, la gravité attirait de plus en plus de planétoïdes. De collision en collision, le développement de cette masse s'est accéléré. Ce processus a continué, la taille du nouveau corps augmentant à un rythme de plus en plus accéléré. Ce que l'on vient de voir, c'est la création de la Terre primitive. À mesure que ce processus s'est déroulé, les planètes Mercure, Vénus et Mars se sont elles aussi formées. Juste après sa création, la Terre portait les stigmates de toutes ces collisions. Sa surface était couverte de cratères. Mais le cycle a continué et en s'amplifiant. Au cours de la première période, la surface de notre planète était parsemée de cratères. On peut se faire une idée de ce paysage en regardant la surface de la Lune, dont les cratères ressemblent fort à ce qu'ils étaient au commencement. Plus de 4,5 milliards d'années plus tard, il n'y a pas grand-chose de l'aspect de la Terre qui puisse nous renseigner sur sa formation. Mais en y regardant de près, on peut découvrir de nouveaux indices, des cratères de formation plus récentes. Les observations fournies par les satellites artificiels confirment l'existence de plus de 100 cratères à la surface de la Terre, dont un nombre considérable se trouve au Canada.
Dans les régions sauvages du nord du Québec, on trouve 15 cratères de tailles diverses. C'est un endroit désolé, inhabité, hormis les troupeaux de caribous, et inaccessible les 3/4 de l'année. Les caribous vivent en troupeaux qui se déplacent sans arrêt. Au total, on en dénombre de 800 000 à 1 million. Les cratères de cette région peuvent nous donner de précieux indices sur certains mystères de la Terre. « 60 degrés nord, au-delà de la ligne des arbres, la toundra. Et parmi les nombreux lacs, certains présentent une forme remarquablement circulaire. Voici le cratère de Nouveau-Québec, dont la forme est l'une des plus parfaites qui soit sur la Terre. D'un diamètre de 3 km environ, il dessine un cercle presque parfait. Il émerge d'une plaine et retombe en pente abrupte vers le centre, formant un anneau de remparts escarpés. Ce lac est très profond, près de 250 mètres. Il est beaucoup plus profond que la plupart des lacs alentours, ce qui explique son extraordinaire couleur. En général, lorsqu'un lac résulte de la collision d'un météorite avec la Terre, la zone environnante en porte les traces. Mais comme celui-ci est un vieux cratère qui a traversé bien des périodes glaciaires, on ne trouve plus trace d'un météorite. Et pourtant, on ne peut s'empêcher d'imaginer celui qui a donné forme à ce cratère, et aussi le choc que cela a dû être. La quantité d'énergie qu'il a fallu pour creuser un cratère de cette taille. Connaissant la quantité d'énergie, on peut calculer que le corps se déplaçait probablement à une vitesse, pour un météorite ou un astéroïde, de 15 à 25 km/s. Et si on suppose qu'il s'agissait probablement d'un météorite rocheux, sa densité devait être d'environ 3,5 à 7 grammes centimètre cube. On obtient alors un chiffre de l'ordre de 100 à 300 mètres de diamètre. Un énorme météorite, de la taille d'un stade, s'écrase sur la Terre à une vitesse d'environ 50 fois celle du son. Quel choc! Depuis le séjour historique d'Apollo 11 sur la Lune, la NASA étudie les cratères et leur mode de formation. Lorsqu'un météorite s'écrase sur la Terre, cela se passe à une vitesse infiniment supérieure à tout ce qui se déplace à la surface de la Terre. Pour simuler cette collision, il faut un matériel très sophistiqué. Cet engin peut tirer un projectile à 8 km/s, c'est-à-dire près de 30 000 km/h. En tirant une balle d'aluminium dans une masse de sable fin, on peut produire un cratère. L'échelle est certes différente, mais la forme est indéniablement celle d'un cratère. Des expériences comme celle-ci permettent de comprendre comment les cratères se sont formés. Oh, look at that. That is, oh, super. Cet impact se produit dans un vide. Il est enregistré par une caméra à grande vitesse. Dans une atmosphère comme celle de la Terre, les choses seraient tout à fait différentes. Voyons cela d'un peu plus près. D'abord, en se rapprochant à très grande vitesse, le météorite accumule de l'énergie et commence à briller plus fort que le Soleil.
Au moment de l'impact, l'énergie est dégagée sous forme de chaleur qui pulvérise le météorite et la roche environnante dans une violente explosion. L'onde de choc est tellement puissante qu'elle propulse les débris de roche dans les airs à une vitesse supersonique. Du centre du point d'impact, une colonne de roche en fusion s'élève, tel un champignon atomique. Entre-temps, la Terre est secouée par les vibrations déclenchées par le choc et son contre-coup. En 10 secondes, tout est fini, mais il reste un énorme cratère. Voici le cratère de Wolf Creek, en Australie. Les cratères de Mercure ou de la Lune conservent des traces du choc qui a provoqué leur formation. Sur la Terre, en revanche, les cratères sont soumis à l'érosion et finissent par disparaître. Mais malgré cela, on peut parfois trouver des signes de très violentes collisions. Ici, par exemple, on voit le cratère Météore, formé par un météorite dans l'Arizona. Il fut reconnu par Barringer. Vieux de 50 000 ans seulement, il est l'un des plus récents sur la Terre. Eh bien, on peut y voir d'infimes traces de la collision qu'il a creusée. Au moment de l'impact, le sol s'ouvre comme une fleur et les strates inférieures sont tordues vers le haut et repoussées à l'extérieur. On les distingue maintenant sur les remparts abrupts qui bordent le cirque. Le corps céleste, responsable de la formation de ce cirque, atteignait 30 mètres de diamètre. Il a laissé derrière lui un cratère de 1,2 km de diamètre et profond de 200 mètres. Impressionnant, n'est-ce pas ? Mais si l'on met le cratère de l'Arizona sur la Lune, il devient aussi insignifiant qu'un grain de sable. Il est entouré de cirques qui ont plusieurs fois sa taille. Ces cratères que l'on voit sur la Lune et la Terre ont été creusés par des impacts très violents. Bien sûr, la Terre a des cratères plus grands, comme celui du lac Clearwater au Québec. Clearwater se trouve au cœur d'une région inhabitée, parsemée de nombreux petits lacs. Il a 35 km de diamètre et au beau milieu, un anneau de minuscules îlots. Le cercle formé par ces îlots est parfaitement visible depuis l'espace et ressemble à d'autres formations que nous avons vues sur la planète Mercure.
La Lune comporte également des cratères à bords multiples comme celui-ci, appelé Mare Orientale. Il a 1000 km de diamètre et ses bords multiples semblent être le résultat d'un impact extrêmement violent. Les scientifiques appellent cela des cratères multi-annulaires. La Terre a elle aussi subi des chocs suffisamment violents pour en être ébranlée tout entière. Ainsi, au Québec, on trouve le cratère de Manicouagan qui a 65 km de diamètre. C'est l'un des plus grands de notre planète. Les images de satellite révèlent un pic en son centre. Sa ressemblance avec le pic central de certains très grands cirques lunaires est frappante. En fait, lorsque le choc de l'impact est très violent, le fond du cratère rebondit et c'est cela qui forme un pic central. Serait-ce ce qui s'est passé au Canada? Aujourd'hui, ce cratère est rempli d'eau. Mais de l'autre côté du lac, on découvre une crête montagneuse, au-delà de la plaine avec la forêt et le lac. Il s'agit du pic central. Entièrement constitué de roches, il a 500 mètres d'altitude. Quel impact pourrait avoir produit cette formation? Si l'on examine la roche, on peut voir qu'elle est plutôt rouge et qu'elle présente des traces de fusion partielle. Toute cette zone a dû être très fortement secouée au moment de l'impact, car un pic comme celui-ci peut être créé presque instantanément tant les forces en jeu sont énormes. Au pied du pic central, le rivage a lui aussi fourni quelques indices sur la violence de l'impact. Monsieur Roy a expliqué que la roche de cette région ressemblait à de la lave volcanique. Mais comment est-ce possible, puisqu'il n'y a aucun volcan par ici? A sample of a rock very similar to a lava. Ce morceau de roche ressemble beaucoup à de la lave. En fait, il s'agit de roche fondue par l'impact qui a creusé la dépression du cratère et qui s'est ensuite solidifiée, comme si elle avait été produite par une éruption volcanique. Et c'est pour ça qu'elle est proche de la lave. Mais sa composition et sa structure montrent qu'elle provient d'une fusion due à l'impact. Ce cirque lunaire a été formé voici 280 millions d'années par une énorme collision. Au milieu, on peut voir le pic central. Les lacs tout autour étaient rouges du magma incandescent qui les remplissait. Ce scénario a dû se répéter sur la Terre un nombre incalculable de fois. Et à l'époque de la création de notre planète, des collisions aussi gigantesques devaient être fréquentes.
La Terre primitive a poursuivi son développement au cours duquel des cratères ont été creusés un peu partout. En grossissant, notre planète a exercé une attraction plus forte sur des corps plus gros et plus nombreux, ce qui a augmenté la fréquence des impacts. Il en a été de même pour la violence de ces impacts et leur capacité à fondre la surface de la Terre, comme celui qui a créé Manicouagan. La surface de la planète a commencé à se modifier. Les grandes collisions ont entraîné la fusion de la croûte terrestre. Le magma incandescent a débordé et a commencé à se répandre sur toute la planète. Le point de fusion du magma se situait à 1300 degrés Celsius, qui est aussi le point de fusion de la croûte terrestre. Il faut un temps considérable pour que la roche puisse se refroidir à partir d'une température aussi élevée. Donc, la Terre, qui s'est formée comme une planète froide, s'est transformée en boule de feu, elle-même transformée en océan de magma par la succession de collisions avec d'autres corps. Cet océan de magma était profond de 1500 km et la température à sa surface était de 1300 degrés Celsius. Et pourtant, les planétoïdes ont continué d'entrer en collision avec la planète en feu. Il contenait les différents éléments qui composent notre Terre actuelle. En fait, le choc des planétoïdes avec la Terre entraînait la fusion immédiate de ces éléments. Comme la Terre est différente aujourd'hui, 4,6 milliards d'années après, notre planète est d'une façon générale peu rigoureuse, et notre atmosphère et nos océans sont uniques dans l'univers. Comment ont-ils pu émerger de cette boule de feu qu'était la Terre primitive ? Pour comprendre l'évolution de notre planète, il faut considérer les matières premières qui la composent.
La réponse se trouve dans les météorites. En effet, certains contiennent les matières premières qui ont formé notre planète durant ces milliards d'années et qui se présentent dans leur forme d'origine. L'analyse des météorites nous a permis de comprendre en partie la formation des océans. Il y a un proverbe mexicain qui dit en substance « La terre mexicaine invite les météorites ». Le musée de Mexico le confirme, du reste. Ici, on trouve quelques-uns des plus gros météorites du monde. Celui-ci, par exemple, pèse 14 tonnes. C'est du fer presque pur. Impressionnant, n'est-ce pas? Comment s'est-il formé? Les scientifiques croient qu'il faisait partie d'un corps céleste qui commençait à grossir. À un certain moment, les substances les plus lourdes qui le composaient se sont concentrées à l'intérieur, produisant ainsi un noyau central de fer et d'autres matières. Les spécialistes pensent qu'une explosion a ensuite fragmenté ce noyau, dont quelques débris sont tombés sur la Terre. Mais les météorites qui ne se sont pas développés depuis la nébuleuse primitive sont encore plus intéressants. Ils parcourent l'univers en tous sens, exactement comme ils le faisaient voici des milliards d'années, au moment de la création de la Terre. En les regardant de plus près, on en apprend beaucoup sur les matières qui ont formé notre planète. Il arrive que de tels météorites tombent sur la Terre, comme cela s'est passé en février 69 dans un petit village mexicain. Le météorite d'Allende, qui tire son nom de l'endroit où il est tombé, a attiré l'attention du monde scientifique sur ce tout petit village. Cela s'est passé juste avant le lancement d'Apollo 11, et le monde avait les yeux braqués sur l'espace intersidéral. Mais pour les gens du village, la venue de ce météorite a été un événement encore plus considérable. De nombreux villageois conservent toujours amoureusement les fragments qu'ils ont recueillis à l'époque. Ce morceau de météorite n'est peut-être pas très impressionnant, mais il fournit aux scientifiques des informations qui remontent à 4,6 milliards d'années, à l'époque de la création du système solaire. Et ces informations peuvent en dire long sur la composition de la Terre. Quelle est l'origine de la création? Quelle matière y avait-il? Il se pourrait bien que la réponse à ces questions et à d'autres encore se trouve dans les fragments du météorite qui a traversé en trombe le ciel nocturne pour tomber sur le petit village d'Allende. Au fur et à mesure que le météorite s'approchait,
il a tout à coup fait clair comme en plein jour. Avant de tomber, le plancher et le toit de la maison ont commencé à vibrer en faisant un bruit énorme. C'est ce bruit qui nous a fait nous lever. Oui, ces vibrations du plancher, les fenêtres métalliques, tout ça, ça vibrait. Et puis la lumière a disparu et le bruit a été encore plus fort. Et ça, c'est quand toutes les pierres sont tombées. C'est les pierres qui tombaient. Malheureusement, j'étais malade et je ne pouvais pas sortir dehors. Mais malgré ça, j'ai pu voir ce qui se passait. D'abord, j'ai vu une lumière de ce côté, plus forte qu'une lampe torche. Ça s'est allumé et ça s'est éteint un instant, pas plus. Alors je me suis levé pour voir ce que c'était. Et j'ai entendu un ronflement plus fort que n'importe quelle machine. Et à ce moment-là, la lune éclairait comme en plein jour. Mais elle s'est obscurcie complètement quand cette chose étrange est arrivée. Cette chose étrange qui se passait, c'était l'arrivée d'un messager interstellaire, un témoin de la création de notre planète. Le météorite est conservé dans sa forme d'origine, les gaz brûlants du système solaire primitif, refroidis et solidifiés. Voici le Field Museum de Chicago, réputé non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier pour sa collection de météorites. On y trouve notamment le météorite de Murchison, tombé en Australie en 1969. Il a suscité un assez grand émoi parce qu'on a constaté qu'il contenait des protéines. Le fait qu'il contienne également une grande quantité d'eau est peut-être tout aussi important. Étant donné que l'eau était présente dans le système solaire, il serait logique de supposer que c'est cette eau qui a formé les océans de la Terre. Dans ce cas, il pourrait être très intéressant de jeter un coup d'œil sur l'eau contenue dans ce météorite. Mais comment l'eau est-elle arrivée dans ce corps? Les scientifiques sont parvenus à la conclusion que la vapeur d'eau s'est trouvée emprisonnée dans la matière solide lors du refroidissement du système solaire. Dans un laboratoire d'analyse de l'université de Tokyo, l'eau est soigneusement extraite du fragment du météorite de Murchison. L'univers dans lequel ce météorite s'est promené avant de tomber sur la Terre est relativement froid. Si on le porte à 800 degrés Celsius, on devrait pouvoir libérer un peu de cette eau qu'il contient. Pour faciliter l'opération, on a broyé l'échantillon en tout petits morceaux. Ensuite, on chauffe. Au bout d'une minute environ, l'intérieur du récipient en verre devient floconneux
au fur et à mesure que l'eau du météorite se vaporise. Lorsque les météorites s'écrasaient sur la Terre, l'eau qu'ils contenaient s'est vaporisée, recondensée, puis accumulée pour former les océans de notre planète. Durant ces milliards d'années, des planétoïdes ont continué d'être soumis à l'attraction de la planète Terre en cours de formation et se sont abîmés dans cet immense océan de magma. Les substances qu'ils contenaient ont commencé à se séparer. Les éléments les plus lourds, comme le fer, se sont enfoncés, tandis que les plus légers sont restés à la surface. Nombre de ces planétoïdes ont dû contenir de l'eau. Bien entendu, la majeure partie de cette eau s'est vaporisée au moment de la collision. Contrairement au fer qui a plongé jusqu'au cœur de la Terre, la vapeur d'eau s'est élevée. Associée à d'autres gaz, dont le gaz carbonique, elle a formé d'épais nuages car l'attraction universelle empêchait ces gaz de s'échapper dans l'espace intersidéral. C'est ainsi qu'a commencé la formation de l'atmosphère terrestre. Bien entendu, il est hautement probable que de telles mutations ont affecté d'autres planètes, et notamment Vénus, la sœur de la Terre. Or, si la Terre a toujours des océans, Vénus est totalement aride. À quoi est due cette différence spectaculaire? Les nuages qui entouraient les deux planètes ont été touchés par le puissant rayonnement du Soleil, ce qui a eu pour effet de les détruire. Sur Vénus, la décomposition s'est poursuivie sans entrave. La quantité de vapeur a diminué et très vite, la planète s'est trouvée totalement dépourvue d'eau. Le même schéma avait commencé à se dérouler sur la Terre.
au fur et à mesure que les nuages cédaient le pas à l'implacable rayonnement solaire. Sans un heureux coup du sort, la Terre serait devenue inhabitable elle aussi. Fort heureusement, avec la diminution progressive du nombre des planétoïdes, l'océan de magma a commencé à se refroidir et la température de la Terre a commencé à baisser. Parallèlement à ce refroidissement de la surface, la température en altitude a baissé elle aussi. Les épais nuages qui se trouvaient à quelques 500 km ont alors commencé à descendre. Le tournant décisif, l'heureux coup du sort, s'est produit alors que la température à la surface de la Terre atteignait 300 degrés Celsius. Et cela s'est produit uniquement sur la Terre. La pluie. Les nuages ont crevé et des torrents de pluie se sont abattus sur la surface encore brûlante de la planète. La pluie a encore abaissé la température, ce qui a eu pour effet de redoubler les chutes de pluie. Ce processus s'est poursuivi sans répit jusqu'à ce que la surface de la planète soit totalement inondée. Tout à coup, la Terre s'est couverte d'océans. Par rapport au très long processus d'évolution qui a suivi, on peut dire que la formation des mers a été instantanée. Finalement, les nuages se sont dissipés et les premiers rayons du soleil se sont répandus sur les océans nouvellement créés et qui recouvraient la Terre. Les océans. Sans eux, sans cet extraordinaire concours de circonstances qui les a créés, la Terre ressemblerait maintenant à Vénus. Aujourd'hui, la Terre conserve bien peu de traces évoquant la violence de sa création, voici plus de 4,5 milliards d'années. Quelques éléments nous permettent de comprendre. Telle cette formation rocheuse d'Izuwa, au sud-est du Groenland, qui est la plus ancienne connue sur Terre. Des chercheurs ont calculé qu'elle était vieille de 3,8 milliards d'années. Autrement dit, elle s'est refroidie et a durci seulement 800 millions d'années après la création. Elle n'est accessible que pendant le bref été arctique. Et même à ce moment-là, elle est difficile à trouver. En effet, la glace qui recouvre le Groenland est épaisse de plusieurs mètres, et la plus vieille roche de la Terre est à peine exposée en été dans le creux d'un glacier.
On a ici un exemple de plissement plus important. On peut voir les strates de segments qui, à l'origine, formaient une ligne plane et qui ont été recourbés et fortement repliés. Ils forment maintenant un tracé compliqué. La structure permet de penser que cette roche a d'une façon ou d'une autre réussi à rester en un seul morceau, en dépit de la déformation provoquée par une exposition prolongée à la chaleur terrestre. Ce qui veut dire que la plus ancienne roche de la Terre s'est probablement formée sous la mer. Non loin d'ici, on trouve une réminiscence encore plus vivace des temps primitifs. Sur ce très ancien rivage, on a découvert des galets arrondis par le ressac, emprisonnés dans les rochers. Même en ces temps reculés, les nouveaux océans de la Terre baignaient de nouveaux rivages. Ces petits cailloux ronds sont un modeste rappel de ce qui n'a été guère moins qu'un miracle. L'univers est beau, mais essentiellement inhabité, la seule exception connue étant la Terre. Notre planète miracle est passée d'un état privé de vie à celui d'abondantes sources de vie dès que les océans ont été créés. C'est là que se situe le carrefour de son évolution. Aujourd'hui, notre Terre est porteuse d'une infinie variété de formes de vie. Plus de 4,5 milliards d'années après que tout a commencé, le miracle se poursuit.